En mars 1942, un train transportant 997 femmes arriva à Auschwitz. Parmi elles se trouvait une jeune fille de 10 à 9 ans nommée Elena Citronova. En quelques heures, elle fut dépouillée de ses vêtements, de ses cheveux et de son nom, réduit à un numéro gravé sur sa peau. Le camp fonctionnait comme une machine d'extermination de précision. Famine, travail forcé, sélection quotidienne et exécution. Dans ce contexte, la survie était quasiment impossible. Cependant, un événement inattendu perturba la routine du camp. Un garde SS remarqua Elena. Ce qui commença par un regard se transforma en geste qui pouvait signifier la vie ou la mort. Comment un lien a-t-il pu naître au milieu de l'horreur? Quels risques ont-ils tous deux pris pour le maintenir? Jusqu'où une telle protection pouvait-elle aller au sein d'un système conçu pour l'anéantissement? Avant l'enfer, la chute d'une famille juive en Slovaquie. Elena Citronova est née à Umene, dans l'est de la Tchécoslovaquie, le 26 août 1922. Sa famille appartenait à la classe moyenne juive. Son père travaillait comme chantre à la synagogue locale, ce qui lui assurait une stabilité financière et une reconnaissance au sein de la communauté. 4 enfants vivaient dans la maison, et dès son plus jeune âge, Elena manifesta un penchant pour le chant et la musique, influencée par l'atmosphère culturelle et religieuse de son foyer. Dans la Tchécoslovaquie des années 1920, la communauté juive représentait une présence importante et diversifiée. Selon le recensement de 1930, environ 136 juifs vivaient en Slovaquie, soit environ 4-5% de la population totale. Ils étaient principalement concentrés à Bratislava, Košice, Prešov, Nitra et dans de petites villes de l'Est comme Umene. Héritiers de la diversité de l'ancien empire austro-hongrois, des mouvements orthodoxes, des communautés néo-sionistes modernisées et des mouvements sionistes liés à la Palestine coexistaient, la stabilité démocratique de l'entre-deux-guerres permit aux Juifs de jouir pleinement de leurs droits politiques. En ville, ils exerçaient des professions libérales comme la médecine, le droit, le commerce et l'enseignement. À la campagne, ils participaient au commerce agricole et aux petites industries locales. Des journaux existaient en hongrois, en allemand et en slovaque, témoignant du multiculturalisme de ces communautés. Le contexte international changea à la fin des années 1930. L'ascension d'Adolf Hitler en Allemagne et la propagation de l'antisémitisme en Europe centrale perturbèrent la stabilité régionale. Les accords de Munich de 1938 contraignirent la Tchécoslovaquie à céder les Sudètes à l'Allemagne, initiant ainsi le démembrement de l'État tchécoslovaque. En mars 1939, la Slovaquie proclama son indépendance sous la pression directe d'Hitler. Le nouvel État resta sous la présidence du prêtre catholique Joseph Tiso et du Premier ministre Wojtek Tuka. Tous deux établirent un régime autoritaire pro-nazi qui fit de la Slovaquie un proche allié du Troisième Reich. Le gouvernement adopta rapidement les directives allemandes en matière de politique raciale. En avril 1940, la première loi d'aryanisation fut promulguée. Elle autorisait le transfert forcé des biens et entreprises juifs aux citoyens considérés comme aryens, des représentants de l'État, des hommes d'affaires intéressés et des conseillers allemands supervisèrent cette confiscation systématique. En quelques semaines seulement, des milliers de familles perdirent leurs moyens de subsistance et la richesse accumulée au fil des générations. La propagande officielle accompagnait ces mesures d'un discours présentant les Juifs comme des exploiteurs économiques et des ennemis du peuple slovaque. Les médias d'État ont répandu l'idée que leur richesse avait été acquise grâce à l'oppression de la population locale. Wojtek Tuka, ouvertement pro-nazi, a joué un rôle déterminant dans la promotion de cette position. Hitler, lors de ses rencontres avec des responsables politiques slovaques, a clairement indiqué que la loyauté envers le Reich dépendait de la mise en œuvre de politiques radicales contre les Juifs. Le 28 juillet 1940, à Salzbourg, Hitler tint une conférence avec les dirigeants slovaques. Le contexte était favorable à l'Allemagne après la chute de la France et la défaite imminente du Royaume-Uni. Le dictateur exigea l'expulsion de la faction modérée du gouvernement et son remplacement par des radicaux pro-allemands. Il laissa entendre que le non-respect de cette décision laisserait la Slovaquie à la merci de la Hongrie, ce qui poussa les politiciens slovaques à accepter l'ultimatum.
En septembre 1941, le gouvernement de Bratislava promulgua le Code juif, composé de 270 articles régissant tous les aspects de la vie juive. Cette législation, plus complète que la Constitution elle-même, s'inspirait des lois de Nuremberg de 1935. Elle interdisait les mariages entre juifs et non-juifs, les excluait de la plupart des professions, restreignait leur accès à l'éducation, limitait leurs horaires de déplacement, les empêchait d'assister à des événements publics et les obligeait à porter l'étoile jaune. Le Code annulait également les dettes des Juifs, confisquait leurs biens restants et limitait leurs droits économiques. Il était présenté comme la législation antisémite la plus sévère d'Europe à l'époque, reflétant le degré de collaboration entre le régime slovaque et la politique raciale nazie. Face aux objections internes, Tuka déclara ouvertement qu'il n'était pas démocrate. Un recensement effectué le 15 décembre 1940 dénombra 4,29 juifs dans le pays. L'étape suivante du régime fut de négocier leur déportation avec l'Allemagne. En mars 1942, un accord fut signé entre Bratislava et Berlin pour le retour des citoyens juifs slovaques. La Slovaquie devint le premier État non directement administré par l'Allemagne à accepter de déporter ses propres citoyens. L'accord stipulait que l'État slovaque verserait 500 Reichsmark pour chaque juif déporté, sous prétexte de couvrir les frais de rééducation et de réinsertion. Au total, le régime de Tiso versa 10 millions de Reichsmarks en échange du meurtre de ses citoyens dans les camps d'extermination. L'administration d'État resta responsable des déportations. La garde Jinka, milice paramilitaire du régime, joua un rôle essentiel dans la capture et le transport des Juifs. Ses membres rassemblaient les familles, les concentraient dans des camps de transit tels que Sered, Novaki et Wien, puis les remettaient aux autorités allemandes à la frontière. Les personnes arrêtées n'étaient prévenues que quelques heures à l'avance, dépouillées de leurs biens, rasées et fouillées. La garde profita de sa position pour commettre de nouveaux abus contre les femmes juives. Entre mars et octobre 1942, environ 58 juifs slovaques furent déportés vers des camps de concentration en Pologne occupée. La grande majorité fut assassinée peu après leur arrivée. De cette première vague, seuls 300 survécurent jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans ce contexte que la famille Citron se retrouve à Huméné. En 1934, la sœur aînée d'Elena, Rojika, émigre en Palestine avec son mari. Les difficultés à trouver du travail les obligent à rentrer en 1939. Lorsque les autorités annoncent que de jeunes femmes juives seront embauchées dans le cadre de programmes de travail temporaires, de nombreuses familles pensent qu'il s'agit de mesures temporaires. Le 25 mars 1942, le premier convoi officiel de juifs slovaques quitta Poprad pour Auschwitz. 997 adolescentes et jeunes femmes célibataires étaient à bord. Parmi elles se trouvait Elena Citronova. Le train arriva au camp de concentration et d'extermination le lendemain, 26 mars. Auschwitz, le premier transport de femmes vers la mort. Le voyage depuis Poprad dura une journée entière dans des wagons à bestiaux. Les 997 jeunes femmes étaient debout ou assises à même le sol, avec peu d'air, aucune place pour bouger et pas assez d'eau. En descendant la rampe d'Auschwitz, elles furent encerclées par des SS armés, des chiens dressés et des cris en allemand. Le contraste avec les promesses d'un travail temporaire fut immédiatement perceptible. Les prisonniers étaient soumis à une fouille systématique. Ils devaient se mettre en rang, remettre tous leurs effets personnels et se déshabiller pour une fouille corporelle complète. Leurs têtes étaient rasées. On leur donnait accès à une douche commune avec de l'eau froide et on leur remettait des uniformes usés et de taille inadaptée. Chacun se voyait attribuer un numéro tatoué sur l'avant-bras gauche. À partir de ce moment, Elena ne fut identifiée que par ce numéro à l'administration du camp. Auschwitz traversait une phase d'expansion au printemps 1942. Le camp principal avait été construit en 1942 pour servir de centre de détention aux prisonniers politiques polonais. Un an plus tard, la construction d'Auschwitz de Birkenau commençait, destinée à devenir le principal centre d'extermination du complexe. À l'arrivée d'Elena, une grande partie de Birkenau était encore en construction grâce au travail forcé des prisonniers eux-mêmes. Elena fut affectée à un commando de travail en plein air.
Leur première tâche consistait à démolir des bâtiments civils polonais et à retirer les débris des zones destinées à l'agrandissement du camp. Ces brigades opéraient sous la supervision de capots, des prisonniers ayant autorité sur les autres détenus et de gardes SS armés. Les ordres étaient clairs: travailler sans relâche, transporter des pierres, traîner des matériaux et dégager les terrains marqués pour de nouvelles constructions. La journée de travail commençait avant l'aube avec l'appel, le décompte général sur la place centrale. Les prisonniers restaient debout pendant des heures jusqu'à ce que le nombre total de détenus soit vérifié. Ils recevaient ensuite un petit déjeuner composé d'un café léger et d'un petit morceau de pain noir. Le travail se poursuivait dans l'après-midi avec une courte pause pour une ration de soupe aux navets ou aux choux dilués dans de l'eau. Les conditions de vie étaient caractérisées par une surpopulation extrême. Les baraquements en bois manquaient d'isolation, avec des lits superposés où s'entassaient des dizaines de femmes. Chaque prisonnière disposait d'un espace minimal pour s'allonger. Le sol était en terre battue ou en planches mal ajustées, laissant passer le vent. En hiver, le froid pénétrait à travers les murs. En été, la chaleur était insupportable. La paillasse était infestée de punaises et de poux. Les maladies se propageaient rapidement. Le manque d'hygiène, la surpopulation et le manque d'eau potable provoquèrent des épidémies de typhus, de dysenterie, de gale et de tuberculose. Elena et ses codétenus devaient se présenter aux séances d'identification matinale sous la pluie ou la neige, sans vêtements adéquats. Lors de ces comptages, nombre d'entre elles tombaient de faiblesse et étaient retirées de la file par les autres détenus. La faim devint un état permanent. L'alimentation quotidienne manquait de calories pour l'effort physique des travaux de démolition. Les prisonniers affaiblis cherchaient des épluchures de pommes de terre dans les poubelles ou ramassaient les grains tombés pendant le transport de nourriture. Ceux qui étaient capturés étaient battus en public ou perdaient leur ration pendant plusieurs jours. Les punitions étaient monnaie courante. Une erreur dans le comptage pouvait valoir 20 coups de fouet. Être surpris à refuser un morceau de pain ou à montrer des signes de faiblesse pendant le travail était passible de coups en public devant les autres détenus. Les capots recouraient systématiquement à la violence pour affirmer leur autorité sur les gardes SS. La mort était visible quotidiennement. Les femmes, trop faibles pour travailler, étaient battues jusqu'à perdre connaissance ou abandonnées à leur mort d'épuisement. Les gardes exécutaient publiquement celles qui tentaient de s'échapper ou qui manquaient à leurs obligations. Les corps restaient exposés pendant des heures avant d'être emportés par les autres prisonniers. Lors des démolitions, Elena a été témoin d'accidents mortels causés par les conditions de travail. En démolissant des murs sans outils ni précautions de sécurité, plusieurs collègues ont été écrasés par les débris. Personne n'était autorisé à quitter son poste de travail. Ceux qui essayaient étaient battus pour désobéissance. Le système de déshumanisation opérait selon de multiples mécanismes. Les tatouages numériques remplaçaient les noms, les uniformes identiques effaçaient l'individualité et les crânes rasés effaçaient toute apparence personnelle. Le travail épuisant réduisait la capacité à penser au-delà de la survie immédiate. Les gardes criaient leurs ordres en allemand, une langue incompréhensible pour de nombreux prisonniers. Cette routine renforçait un état de terreur constant. Les décomptes pouvaient durer des heures, véritable punition collective. Le caractère arbitraire des peines maintenait les détenus dans une incertitude constante quant aux actes susceptibles de déclencher la violence. L'imprévisibilité du destin empêchait tout sentiment de stabilité. Les exécutions publiques avaient un but précis dans la discipline du camp. Un prisonnier pendu pour tentative d'évasion ou fusillé pour sabotage devait être observé par tous les autres. L'objectif était d'éliminer toute possibilité de résistance. Elena fut contrainte d'assister à plusieurs de ces actes durant ses premiers mois à Auschwitz. L'administration tenait des registres détaillés de chaque aspect, le nombre de prisonniers assignés à chaque commando, les décès quotidiens dus à la maladie ou aux sanctions, ainsi que les rapports disciplinaires étaient consignés dans des dossiers bureaucratiques. Ce contrôle administratif coexistait avec la violence arbitraire, créant un cadre opérationnel précis. La mortalité des jeunes femmes lors du premier transport était extrêmement élevée. En quelques semaines, des dizaines d'entre elles moururent de maladies, d'épuisement ou furent exécutées.
Chaque prisonnière comprenait que sa survie dépendait de facteurs externes et de décisions indépendantes de sa volonté. Durant ses premiers mois à Auschwitz, Helena passa du statut de jeune femme aux aspirations musicales à celui de détenue réduite à la survie quotidienne. Son corps s'adapta à la malnutrition chronique et ses mains furent marquées de blessures permanentes. Elle apprit à reconnaître les signes annonciateurs d'une punition et à éviter d'attirer l'attention. Son poids diminua considérablement, mais elle réussit à éviter les sélections qui condamnaient les plus faibles directement à mort. Canada, richesse volée parmi les cendres. En octobre 1942, Helena Citronova fut transférée du chantier de démolition vers un complexe d'entrepôts connu parmi les prisonniers sous le nom de Canada. Ce nom évoquait l'image populaire d'un pays lointain associé à l'abondance. Dans un contexte de pénurie absolue, le terme prit une signification particulière. C'est là que les biens confisqués aux déportés à leur arrivée au camp étaient collectés et triés. Les entrepôts étaient situés près des rampes de Birkenau où arrivaient chaque jour des trains transportant des Juifs, des Roms et d'autres prisonniers d'autres origines. La procédure de confiscation suivait un schéma établi. Les nouveaux arrivants étaient divisés en deux groupes, la majorité destinée immédiatement aux chambres à gaz et une minorité sélectionnée pour le travail forcé. Avant de poursuivre leur route, ils devaient déposer leurs bagages sous la surveillance de gardes armés. Les déportés avaient reçu l'instruction que leurs affaires leur seraient restituées après une prétendue désinfection. Ils emportaient donc des valises soigneusement remplies contenant des vêtements de rechange, des conserves, des médicaments, des photos de famille, des documents et souvent des bijoux ou de l'argent liquide caché en provenance de divers pays européens. Après chaque transport, les équipes de prisonniers récupéraient le matériel abandonné sur la rampe. Les bagages étaient transportés par chariot jusqu'au Canada, où commençait un tri méticuleux, fonctionnant comme une chaîne de production. Les vêtements étaient triés par type et qualité, les chaussures étaient assorties selon leur état, et les articles ménagers étaient regroupés selon leurs matériaux de fabrication. Les objets religieux juifs, tels que les rouleaux de la Torah et les talis, étaient destinés à la destruction. Les conserves étaient soit destinées à la consommation des gardes, soit envoyées en Allemagne. Les objets les plus précieux bénéficiaient d'un traitement particulier. Bijoux, montres, prothèses dentaires en or et pièces de monnaie étaient emballés pour être expédiés à la Reichsbank de Berlin. Vêtements de cuir et tissus raffinés étaient réservés aux officiers SS et à leurs familles. Les documents personnels étaient incinérés après en avoir extrait des informations utiles à l'administration. L'ampleur du pillage dépassait la capacité des entrepôts. Chaque chargement apportait des tonnes de marchandises, remplissant des baraquements entiers de montagnes de chaussures, de piles de verre, de jouets d'enfants, d'instruments de musique et de livres en plusieurs langues. Pour les officiers SS, cette accumulation représentait une ressource économique supplémentaire qui complétait leurs revenus. Les conditions de travail au Canada différaient de celles des autres commandos. Le travail s'effectuait à l'intérieur, ce qui les protégeait des intempéries. De plus, les prisonniers avaient accès à des vêtements chauds et à des chaussures en bon état récupérées dans leurs valises. Trouver de la nourriture, saucisses, conserves, chocolat ou pain pouvait être un avantage pour la survie, même si sa consommation était strictement interdite et passible de la peine de mort. En pratique, de nombreux gardiens toléraient les petits vols, car ils participaient eux-mêmes au pillage et sélectionnaient des objets de valeur pour les envoyer à leurs familles ou les vendre au marché noir. Le travail au Canada a également exposé les prisonniers à une dimension particulière de l'extermination. Chaque objet manipulé portait le souvenir d'une personne probablement assassinée quelques heures auparavant. Des photographies représentaient des familles disparues, des jouets témoignaient de la présence d'enfants envoyés aux chambres à gaz, et des objets religieux confirmaient la destruction de communautés entières. Helena s'intégra progressivement à la routine du tri. Elle vérifiait les valises, triait les vêtements, cherchait des objets cachés dans les coutures et classait le matériel par catégorie. Le contrôle était strict. Les surveillants vérifiaient que rien n'échappait au contrôle des SS. Et les prisonniers qui dissimulaient des objets étaient punis extrêmement sévèrement, allant jusqu'à l'exécution publique. La dynamique de Canada impliquait des interactions plus fréquentes entre les gardiens et les détenus. Les agents supervisaient étroitement le processus et engageaient parfois la conversation avec certains détenus. Cette proximité créait à la fois des risques et des opportunités.
Un geste pouvait entraîner une punition immédiate ou offrir une certaine protection. Le 30 octobre 1942, un spectacle musical fut organisé au camp. Pour commémorer l'anniversaire d'un officier, des prisonniers talentueux furent contraints de se produire. Helena, réputée pour sa voix depuis sa jeunesse à Huméné, fut choisie pour chanter en allemand. Sa prestation attira l'attention d'un des superviseurs du camp Canada, qui lui demanda de reprendre la chanson à la fin. Cet officier était Franz Wunsch, un SS-Unterscharführer autrichien de 20 ans, né en 1922 à Drassenhofen, près de la frontière tchécoslovaque. Blessé sur le front de l'Est, il fut affecté à Auschwitz comme membre de l'état-major de garde. Sa présence quotidienne dans les entrepôts lui permettait de maintenir le contact avec les prisonniers affectés à cette classification. La brève interaction lors de ce spectacle musical marqua le début d'un contact qui allait plus tard avoir des conséquences importantes. Pour Helena, un membre de la SS représentait l'autorité du système qui l'avait privée de liberté. Pour Wunsch, elle se démarquait d'une certaine manière parmi les centaines de prisonniers sous sa surveillance. Cet échange initial marqua un tournant dans la vie de Canada, où la proximité entre gardiens et détenus pouvait engendrer des dynamiques inattendues. Le gardien et le prisonnier, un lien interdit au cœur de l'extermination. Franz Wunsch grandit à Drassenhofen dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, dans un contexte d'instabilité économique et de troubles politiques. Sa famille appartenait à la classe ouvrière rurale et adopta progressivement les idées nationalistes allemandes qui circulaient dans la région. L'annexion de l'Autriche au Troisième Reich en mars 1938 fut accueillie avec enthousiasme par une grande partie de la population, notamment les jeunes, qui y virent l'occasion de participer à ce qui était présenté comme une renaissance nationale. En 1940, à l'âge de 10 à 8 ans, Wunsch s'engagea dans la SS. Le processus de sélection combinait des critères physiques, raciaux et idéologiques, suivis d'un entraînement militaire intensif et d'un endoctrinement basé sur la doctrine nationale socialiste. Cet entraînement exigeait une obéissance absolue au Führer, une discipline stricte et l'identification des ennemis du Reich. En juin 1941, après le début de l'invasion allemande de l'Union soviétique, Wunsch fut affecté sur le front de l'Est. La campagne s'avéra plus longue et plus brutale que prévu. L'hiver russe, la résistance de l'armée rouge et l'expansion du front submergèrent les troupes allemandes. Durant cette période, Wunsch souffrit d'une blessure au genou qui le rendit inapte au combat. Au lieu de le libérer, il fut transféré dans le système concentrationnaire, où du personnel de garde et d'administration était requis. Sa destination était Auschwitz, qui s'étendait rapidement pour devenir le plus grand complexe d'extermination du Troisième Reich. Les gardes recevaient des instructions précises pour maintenir l'ordre, superviser le travail forcé, participer aux sélections et superviser des installations telles que les crématoires et les entrepôts. À Auschwitz, Wunsch fut affecté à la section canadienne, chargé du tri des biens confisqués aux déportés. Ce rôle lui permettait d'être en contact direct avec les prisonniers effectuant ces tâches. Outre la supervision du tri, il participait aux sélections sur la rampe, décidant qui travaillerait, qui serait condamné à mort immédiate, ainsi qu'aux sanctions disciplinaires infligées aux détenus désobéissant aux ordres. Après la représentation musicale du 30 octobre 1942, Wunsch commença à rechercher Helena lors de ses rondes de surveillance. Initialement, ces rencontres avaient lieu dans le cadre de ses fonctions, mais avec le temps, elles prirent un caractère plus personnel. Il lui posait des questions sur ses origines, lui demandait des détails sur son travail, ou lui demandait de chanter des extraits de chansons en l'absence des autres gardes. Au fil des semaines, Wunsch manifesta un intérêt plus explicite. Il remit à Helena des mots exprimant son attirance et lui offrant des faveurs précises, des rations alimentaires supplémentaires, des vêtements plus adaptés au froid, ou une partie des colis reçus de sa mère en Autriche. Ces gestes constituaient des violations flagrantes du règlement du camp, car il était interdit aux gardiens de nouer des liens personnels avec les prisonniers. Néanmoins, Wunsch continua à prendre des risques considérables au sein de la hiérarchie SS. Pour Helena, les premières approches ont suscité peur et méfiance. Elle connaissait la brutalité des gardes et comprenait qu'accepter des faveurs pouvait être interprété comme une collaboration par ses collègues, ce qui éveillait de dangereux soupçons. En même temps, rejeter directement un agent pouvait entraîner des représailles immédiates. La relation s'est développée dans ce contexte de tension constante.
Wunsch ne se limitait pas à intervenir en faveur d'Elena. Il intervenait parfois pour ses codétenus, retardant des sanctions ou obtenant des emplois moins risqués. Parmi les détenus, ces épisodes suscitaient des réactions ambivalentes. Certains voyaient en Elena une source d'aide potentielle, d'autres la considéraient avec suspicion. Le dilemme d'Elena était constant, une nourriture supplémentaire et des vêtements chauds augmentaient ses chances de survie dans un contexte de faim chronique et de froid extrême. Cependant, accepter un tel soutien signifiait dépendre de quelqu'un directement impliqué dans le système qui avait détruit sa famille. Au fil du temps, son attitude envers Wunsch devint ambiguë. Il se souvenait de la mort de ses parents dans les chambres à gaz et de celle de son frère alors qu'il tentait de s'échapper d'un fil électrifié. Parallèlement, il percevait chez Wunsch un comportement différent de celui des autres gardiens, moins marqué par la violence immédiate, bien qu'intégré au système répressif. Les témoignages concordent. Ce lien n'incluait aucun contact physique intime. Les conditions du camp le rendaient quasiment impossible. Les baraquements étaient constamment surveillés, les prisonniers dormaient dans des conditions de surpopulation et les déplacements vers les quartiers des officiers étaient contrôlés. La relation s'entretenait par de brèves conversations, des échanges de notes et de petits cadeaux. Wunsch prit même des risques supplémentaires. Lorsqu'Elena contracta le typhus, une maladie généralement mortelle à Auschwitz, il la cacha dans un entrepôt et lui prodigua des soins de base jusqu'à sa guérison. Il lui donna également une partie de la nourriture envoyée par sa mère, renonçant ainsi à des avantages personnels peu courants parmi les gardiens du camp. Cette attention particulière ne passa pas inaperçue. À Auschwitz, tout écart au protocole éveillait les soupçons. Elena fut interrogée pour relation interdite avec un membre de la SS. Les interrogateurs la menacèrent d'exécution immédiate si elle avouait. Ils exigèrent des preuves de contact intime, ce qui aurait constitué une grave violation des normes raciales du Reich. Elena nia toutes les accusations et maintint sa version des faits sous la pression. Son refus fut décisif. Des aveux auraient entraîné son exécution et la poursuite de Wunsch. L'absence de preuves directes et la discrétion avec laquelle elle mena ses actions empêchèrent l'enquête de progresser. Elena retourna à son travail au Canada, affaiblie par les interrogatoires, mais vivante. Cet épisode a altéré la perception intérieure des détenus. Certaines voyaient en Elena une source potentielle d'avantages ou de protection, d'autres se sont éloignées par crainte d'être associées à elle. Dès lors, Wunsch a pris des précautions extrêmes, la traitant en public comme n'importe quel autre détenu, tout en maintenant une dynamique d'entraide et de faveur en privé. Pendant environ 2 ans, Elena a réussi à échapper à la sélection et à survivre aux maladies et aux conditions extrêmes qui coûtaient la vie à des milliers de prisonniers chaque mois. La protection de Wunsch n'a pas éliminé le risque, mais elle a créé une marge de sécurité relative dans un environnement dominé par l'extermination systématique. Entre la vie et la mort, la décision qui marqua un destin. En 1944, Auschwitz-Birkenau fonctionnait à pleine capacité. L'occupation allemande de la Hongrie en mars avait déclenché des déportations massives, amenant chaque jour des milliers de personnes au complexe. Chaque convoi représentait un flot ininterrompu de trains déversant des familles entières sur la rampe de tri. Pour Elena, qui était déjà au camp depuis plus de 2 ans, ces arrivées étaient devenues une routine terrifiante, mais familière. En octobre, parmi les déportés d'un convoi en provenance de Slovaquie, Elena apprit que sa sœur Rojika se trouvait là avec ses 2 enfants, une fille de 9 ans et un nouveau-né. L'information lui parvint par l'intermédiaire de prisonniers travaillant près de la rampe qui avaient reconnu le nom de famille lors de la première fouille. Elena comprit immédiatement les implications. Les femmes avec de jeunes enfants étaient envoyées directement aux chambres à gaz. La sélection suivait des critères établis. Les médecins SS, dont Joseph Mengele, répartissaient les nouveaux arrivants en groupes selon leur capacité de travail. Les jeunes adultes valides étaient assignés aux travaux forcés dans les casernes. Les personnes âgées, les malades et les femmes accompagnées de jeunes enfants étaient condamnées à mort immédiate. Les moins de 14 ans survivaient rarement à la procédure initiale. À l'annonce de la nouvelle, Elena abandonna son poste au Canada et courut vers le crématorium. Elle tenta de rejoindre sa sœur et ses enfants avant qu'on ne les conduise à l'intérieur. Elle cria le nom de Rojika et demanda à les rejoindre, préférant mourir avec sa famille. La scène se déroula devant d'autres prisonnières et des gardes.
ce qui constituait une violation flagrante du règlement du camp. Le simple abandon du poste ou le trouble à l'ordre public lors d'une procédure d'extermination pouvait entraîner une exécution immédiate. Franz Wunsch, informé de l'arrivée de la sœur d'Helena, se précipita sur les lieux. Pour justifier son intervention auprès des personnes présentes, il commença à la frapper publiquement. Entre deux coups, il murmurait le nom de sa sœur pour le confirmer. Helena répondit que Rojika était arrivée avec 2 enfants et que toute tentative de les sauver serait vaine. Wunsch réagit rapidement. Il expliqua que les enfants ne pouvaient pas rester dans le camp, mais qu'il était encore possible de séparer leur mère en agissant immédiatement. Il s'adressa alors à l'officier chargé de la sélection et argua qu'il avait besoin d'un prisonnier supplémentaire pour travailler au Canada. Sous ce prétexte, il réussit à séparer Rojika du groupe destiné à la chambre à gaz. L'intervention fut un succès, car elle eut lieu avant la fin de la procédure. Les enfants ne purent être sauvés. La fillette de 9 ans et le nouveau-né furent tués avec le reste du groupe. L'autorité de Wunsch, en tant que SS Unterscharführer, ne suffisait pas à modifier la règle condamnant automatiquement les mineurs. Cependant, Rojika fut affecté au commando et retrouva Helena après des années de séparation. Ce sauvetage partiel fut une expérience contradictoire pour Helena. Elle avait retrouvé sa sœur grâce à Wunsch, mais au prix de la perte de ses neveux. La scène devant le crématorium fut immortalisée comme une démonstration des limites et des possibilités de la relation avec la garde autrichienne. L'incident ne passa pas inaperçu. La relation entre Helena et Wunsch avait déjà éveillé les soupçons et son implication dans un processus d'extermination exacerba les tensions. Des rumeurs circulèrent concernant un traitement de faveur parmi le personnel du camp et Helena fut de nouveau interpellée. La procédure fut plus sévère que lors des précédentes occasions. Pendant plusieurs jours, elle subit violences physiques, privation de nourriture et menaces contre sa sœur récemment secourue. Les interrogateurs cherchèrent à obtenir des aveux concernant une relation intime qui justifierait son exécution et les poursuites contre Wunsch pour violation des lois raciales. Helena a maintenu son déni tout au long de son histoire. Elle a affirmé que tout traitement reçu était dû à son efficacité au triage. Elle comprenait qu'admettre quoi que ce soit d'autre signifiait la mort immédiate des 2 sœurs et de Wunsch. Au même moment, Wunsch fut interrogé par ses supérieurs. Il expliqua que son implication dans le crématorium était opérationnelle et nia toute motivation personnelle. Son récit concordait avec celui d'Helena, ce qui compliqua l'obtention de preuves par les enquêteurs. L'absence de preuves directes et de témoignages concordants a permis de clore l'enquête sans condamnation, malgré une surveillance accrue des 2 femmes. Helena est rentrée au Canada affaiblie par les interrogatoires, mais vivante. Ses retrouvailles avec Rojika ont été marquées par la joie de survivre et la douleur irréversible de la perte des enfants. Parmi les détenus, l'épisode a suscité de nouvelles perceptions. Certains voyaient en Helena une source potentielle de protection, d'autres gardaient leur distance par crainte d'être compromis. La relation avec Wunsch s'est poursuivie sous le sceau de la plus stricte discrétion. Tous 2 comprenaient qu'une erreur pouvait relancer des enquêtes déjà sur le point d'être conclues. L'épisode du crématorium a clairement révélé les limites de l'influence de Wunsch. Il avait réussi à sauver la vie de Rojika, mais n'avait pas pu empêcher la mort des mineurs. Pour Helena, cette expérience a défini le cadre dans lequel sa relation avec le gardien pouvait s'exercer, une aide ponctuelle et discrète, toujours au sein d'un système conservant sa logique fondamentale d'extermination. L'effondrement du Reich, adieu à l'ombre d'Auschwitz. En 1944, le cours de la guerre prit un tournant décisif. La défaite allemande à Stalingrad et le recul progressif sur le front de l'Est portèrent le système concentrationnaire à un stade d'exploitation maximale et, simultanément, à un effondrement organisationnel. Durant ces mois, Auschwitz accueillit un nombre croissant de déportations dépassant ses capacités. Entre mai et juillet, l'occupation allemande de la Hongrie entraîna l'arrivée de centaines de milliers de Juifs, accélérant le rythme de l'extermination. L'augmentation du nombre de prisonniers suscita des tensions internes. Un groupe de Sonderkommando, des Juifs contraints de travailler dans des crématoriums, fomenta une rébellion. Les prisonniers introduisirent clandestinement de petites quantités de poudre à canon dans une usine d'armement de Monowitz, la dissimulant dans leurs vêtements.
Le 7 octobre 1944, le soulèvement éclata. Le Sonderkommando du crématorium numéro 4 attaqua avec des outils improvisés, incendia une partie de l'installation et tua plusieurs gardes. La révolte fut réprimée en quelques heures par des renforts armés. Environ 450 prisonniers furent tués lors de la répression immédiate. La riposte du camp se poursuivit pendant des semaines. Des centaines de détenus soupçonnés de sympathie pour la rébellion furent fusillés en public. Des femmes impliquées dans le trafic de poudre à canon, dont Rosa Robota, furent torturées et finalement pendues en janvier 1945 devant des milliers de prisonniers. Ces exécutions constituaient un avertissement explicite des conséquences de toute tentative de résistance. Dans les derniers mois de 1944, les conditions de vie à Auschwitz se dégradèrent encore. L'avancée de l'armée rouge perturba les lignes d'approvisionnement. Les rations furent réduites au minimum, soupe presque liquide et pain en portions de plus en plus petites. L'hiver 1944-1945 fut particulièrement rigoureux, avec des températures bien inférieures à zéro. Sans carburant ni vêtements adéquats, la mortalité augmenta considérablement. Des épidémies de typhus, de dysenterie et de tuberculose se propagèrent rapidement parmi les prisonniers, affaiblis par des années de famine. Le système médical s'effondra, et les malades furent abandonnés à leur sort dans leurs couchettes, tandis que les corps s'empilaient avant d'être évacués. Helena avait réussi à survivre plus de 2 ans dans ces conditions. Son travail au Canada lui avait donné accès à des ressources supplémentaires, et la protection discrète de Franz Wunsch continuait de lui procurer des avantages limités, même si les gardes étaient eux-mêmes touchés par la pénurie générale. Wunsch était conscient que la situation militaire allemande était intenable. Des rumeurs circulaient concernant des évacuations et la destruction de preuves. Certains officiers se préparaient à s'évader, mais le camp continua de fonctionner jusqu'à ces dernières semaines. En janvier 1945, l'évacuation de dizaines de milliers de prisonniers fut organisée. Les « marches de la mort » se déroulèrent sous des températures extrêmes, sans nourriture ni abri adéquat. Le 10 à 8 janvier, environ 60 prisonniers furent contraints de rejoindre le Reich à pied. Nombre d'entre eux moururent en chemin d'épuisement, de gelure ou furent exécutés immédiatement, faute de pouvoir suivre le rythme. Avant cette évacuation, Wunsch avait secrètement retrouvé Helena dans les entrepôts du Canada. Il lui avait confié avoir tout fait pour la protéger et lui avait exprimé les sentiments personnels qu'il avait développés au cours de plus de 2 ans de contact. C'était un adieu personnel. Tous deux comprenaient qu'ils ne se reverraient probablement jamais. Helena resta à Auschwitz parmi les prisonniers trop faibles pour être évacués. Il en restait environ 7 la plupart malades ou incapables de parcourir de longues distances. Les gardes se retirèrent, les abandonnant au camp. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libéra Auschwitz. Elle trouva des survivants dans un état critique, mal nourris, malades et portant les cicatrices visibles d'années de sévices. Elle découvrit également des entrepôts remplis d'objets pillés et les vestiges de crématoriums partiellement détruits. Helena fut libérée le jour même, son état physique s'étant gravement détérioré après près de 3 ans de captivité. Médecins et organisations humanitaires soviétiques créèrent des hôpitaux improvisés pour soigner les libérés. La libération ne signifia pas la fin immédiate des souffrances. Nombre d'entre elles moururent dans les semaines qui suivirent de maladies graves. Les survivantes eurent du mal à se réinsérer dans un monde radicalement transformé. Pour Helena, la fin du camp marqua le début d'un processus de reconstruction marqué par la perte. Ses parents avaient été assassinés dans des chambres à gaz, son frère électrocuté en tentant de s'échapper et ses neveux exécutés au crématorium. Seules elle et Rojika survécurent de la famille humainée. L'expérience de la libération fut marquée par un mélange de soulagement et de poids émotionnel. Le fait d'avoir survécu contrastait avec le souvenir de ceux qui n'avaient pas survécu. Parmi ces souvenirs persistait également la figure de Franz Wunsch, dont la protection avait contribué à leur survie au sein d'un système essentiellement conçu pour les détruire. Les Soviétiques ont documenté les conditions de vie et recueilli les témoignages des prisonniers. Helena a raconté une partie de son expérience sans toutefois détailler ses liens avec la garde autrichienne. Durant les premières semaines suivant la libération, sa priorité était de reprendre des forces et de s'adapter à la nouvelle réalité.
La séparation définitive de Wunsch a coïncidé avec la chute du Troisième Reich, marquant la fin de cette période de sa vie et laissant ouverte la question de ce qui l'attendait hors d'Auschwitz. L'écho du passé, Vienne, 1972. Après avoir passé plusieurs semaines sous soins médicaux en Pologne, Elena et sa sœur Rojika s'installèrent en Palestine mandataire à l'été 1945. Elles s'installèrent parmi les communautés de survivants cherchant à reconstruire leur vie en Terre sainte. Elena adopta le nom hébreu Zipporah Taori, épousa David Taori, un militant sioniste, et fonda une famille avec 2 enfants. S'adapter à la nouvelle société impliquait un processus de reconstruction marqué par le silence. Pendant des années, elle évita de partager des détails sur Auschwitz, même avec sa famille la plus proche. De nombreux survivants en Israël partageaient cette attitude. La priorité collective était de construire le présent et l'avenir, laissant le passé européen au second plan. Elena s'intégra dans cette dynamique et accorda une place centrale à son identité d'épouse et de mère, préservant ses souvenirs du camp. Elle recevait occasionnellement du courrier d'Europe. Des lettres arrivaient de Franz Wunsch, qui avait obtenu son adresse par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Il y exprimait son désir de rester en contact avec elle et d'en savoir plus sur sa vie. Elena ne répondit jamais. Entre-temps, Wunsch était rentré en Autriche. Il s'était installé à Vienne, s'était marié, avait fondé une famille et avait travaillé comme technicien industriel. Il menait une vie apparemment normale, même s'il persistait à tenter de communiquer avec Elena, preuve que son expérience à Auschwitz l'avait marqué à jamais. Dans les années 1950 et 1960, l'Autriche et l'Allemagne ont engagé des procès contre d'anciens membres de la SS. Les procès de Francfort de 1963 ont établi d'importants précédents pour la poursuite des crimes commis à Auschwitz. En 1972, les tribunaux autrichiens ont ouvert une procédure contre Wunsch. Les chefs d'accusation comprenaient notamment l'homicide et les sévices infligés aux prisonniers, sur la base de témoignages de survivants et de dossiers administratifs. Certains témoins ont affirmé que Wunsch avait abattu un prisonnier grec lors de la rébellion du 7 octobre 1944. D'autres ont évoqué des actes de violence contre des prisonniers de sexe masculin. Cependant, des témoignages ont également fait état de comportements différents envers certaines femmes, notamment après avoir pris contact avec Elena. Ces contradictions ont complexifié l'affaire. La défense a tenté de construire l'image d'un responsable du camp sans responsabilité directe dans les meurtres, mais ayant même occasionnellement apporté son aide. Dans ce contexte, le témoignage d'Elena a pris toute son importance. L'épouse de Wunsch a même écrit personnellement à Israël, le suppliant de se rendre à Vienne pour témoigner. Elena a reçu cette demande avec des sentiments mitigés. L'accepter signifiait parler publiquement d'expériences qu'elle avait eues pendant plus de 25 ans, notamment d'aspects de sa relation avec un garde qu'elle n'avait jamais partagé avec sa famille. Elle a finalement décidé de voyager, considérant qu'il était de son devoir moral de raconter ce dont elle avait été témoin. Son retour en Europe était sa première visite depuis 1945. La ville de Vienne, transformée au fil des décennies après la guerre, réveillait des souvenirs latents. Elle comparut devant le tribunal comme témoin de la défense. Elle avait 50 ans, était mariée, mère de 2 enfants et avait construit une vie stable en Israël, contrastant fortement avec la jeune prisonnière qu'elle avait été à Auschwitz. Sa déclaration était sobre et maîtrisée. Il expliqua que Wunsch lui avait fourni de la nourriture, des vêtements et une protection supplémentaire dans des situations dangereuses. Il raconta l'épisode où il avait sauvé sa sœur Rojika en la séparant de la file menant à la chambre à gaz. Il reconnut que sa survie avait dépendu en partie de ses gestes. Parallèlement, elle a confirmé avoir été témoin d'actes de violence de la part de Wunsch, sa participation aux sélections qui ont condamné à mort des milliers de personnes et sa brutalité envers les prisonniers de sexe masculin. Son témoignage a présenté une image ambivalente, celle d'un gardien intégré à la machine d'extermination, mais qui, dans des circonstances particulières, avait protégé certains prisonniers. Durant son témoignage, Elena évitait de regarder Wunsch directement. Ses phrases étaient concises et elle ne manifestait aucune émotion apparente. Lorsqu'elle évoquait la mort de ses neveux, sa voix se brisait et elle dut interrompre son récit. À cet instant,
Wunsch fondit en larmes dans la salle d'audience. La défense a utilisé cette réaction comme argument pour exprimer ses remords. Elle a présenté Wunsch non pas comme un criminel impitoyable, mais comme un homme pris au piège de circonstances extrêmes. L'accusation, quant à elle, a présenté des documents et de nombreux témoignages confirmant son implication dans des actes de violence. Le dilemme posé par le témoignage d'Elena était clair. Gratitude envers un gardien qui lui avait sauvé la vie et, parallèlement, un souvenir vivace de ses démêlés avec la justice. Le tribunal a pesé les preuves pendant des semaines. Finalement, Wunsch a été acquitté. La peine était justifiée par l'absence de preuves directes de meurtre commis par lui personnellement et par les dispositions légales relatives à la prescription. Après le procès, Elena retourna immédiatement en Israël. Elle estimait avoir rempli son devoir moral en témoignant de ce qu'elle savait, sans omettre les contradictions de son expérience. Elle ne contacta plus jamais Wunsch ni n'intervint dans aucune affaire judiciaire le concernant. Son témoignage fut archivé, témoignage permanent d'une histoire qui unissait la victime et son agresseur dans un lien aussi improbable que réel, reflétant des complexités qui persistèrent même des décennies après la fin de la guerre. Le dernier écho, ce qui resta après le génocide. Elena Citronova est décédée le 4 juin 2007 à Tel Aviv, en Israël, à l'âge de 84 ans. Elle avait vécu plus de 60 ans depuis sa libération d'Auschwitz, période durant laquelle elle avait élevé une famille, travaillé et été témoin des transformations de la société israélienne. Sa mort a été relayée par les médias locaux et internationaux qui ont commémoré son histoire unique dans le contexte de la Shoah. Franz Wunsch est décédé le 23 février 2009 en Autriche, à l'âge de 86 ans. Il a passé ses dernières années à Vienne avec sa famille, menant une vie discrète, sans autre procédure judiciaire après son acquittement en 1972. Son décès a eu moins d'impact public, étant principalement évoqué dans le cadre des recherches historiques sur Auschwitz. L'intervalle de temps entre leur décès a définitivement clos une histoire qui avait uni leur destin durant une période spécifique de l'Europe du XXe siècle. Du procès de 1972 jusqu'à leur mort, ils n'ont gardé aucun contact. Leurs carrières ultérieures se sont déroulées dans des pays différents, au sein de contextes sociaux distincts. Le caractère unique de son cas a attiré l'attention des chercheurs, des documentaristes et des créateurs. Il s'agissait d'un épisode exceptionnel qui ne correspondait pas facilement aux catégories habituelles de victimes et d'auteurs. Dans le milieu universitaire, il a été analysé sous le concept de zone grise, formulé pour décrire des espaces d'ambiguïté morale où la survie, le pouvoir et les décisions individuelles généraient des dynamiques difficiles à qualifier de résistance ou de collaboration. En 2005, la chaîne britannique BBC a inclus l'histoire dans sa série documentaire. Auschwitz, les nazis et la solution finale avec des témoignages de survivants et des documents du procès de 1972, la production a souligné la complexité de la relation, évitant les interprétations simplistes. En 2015, le compositeur thaïlandais Somto Sukaritkool a créé l'opéra Elena Citronova directement inspiré de cette histoire. L'œuvre explore, par le langage musical, les thèmes de la survie, de la culpabilité et de la rédemption dans des circonstances extrêmes. Jouée dans divers pays européens, elle a suscité un débat sur les limites de la représentation artistique de l'Holocauste et sur la tension entre mémoire historique et reconstitution culturelle. Ces productions ont entretenu la mémoire d'Elena et de Franz, mais elles ont aussi suscité des débats sur la manière de transmettre des expériences traumatisantes. Certains critiques ont mis en garde contre le risque de romancer les aspects tragiques, tandis que d'autres ont défendu la nécessité d'explorer la complexité humaine, même dans les scénarios les plus déshumanisants. Dans la famille d'Elena, les informations sur sa relation avec Wunsch n'ont été connues qu'après sa mort, grâce à des documents et des archives. Ses descendants ont eu accès à son témoignage lors du procès de 1972, conservé à Vienne, qui constitue le témoignage le plus complet de sa version des événements d'Auschwitz. Ces archives judiciaires ont servi de source à des études universitaires portant sur l'expérience des femmes dans les camps de concentration, les rapports de force entre gardiennes et prisonnières, et les mécanismes de survie dans des contextes d'extermination systématique. En Autriche, l'acquittement de Wunsch
s'inscrivait dans un ensemble plus large de difficultés juridiques à poursuivre les crimes de guerre des décennies après leur commission, en raison de limitations de preuves et de prescriptions. En Israël, l'histoire a circulé parmi les communautés de survivants, illustrant la diversité des expériences qui ont marqué la résistance à l'extermination. Elle a démontré comment la survie pouvait dépendre de circonstances imprévues, de décisions individuelles ou de liens forgés au cœur d'un génocide. Cette représentation de l'expérience soulève des questions persistantes sur la manière dont les sociétés contemporaines comprennent et transmettent la mémoire de l'Holocauste. Le cas d'Elena et de Franz introduit des éléments d'ambiguïté qui rendent difficiles les récits linéaires, sans pour autant diminuer l'ampleur de l'extermination ni son caractère planifié. Elle a également fait l'objet d'intérêt dans les études psychologiques qui l'analysent comme un exemple de contradiction qui pourrait coexister chez un même individu, la capacité d'établir des liens personnels tout en participant simultanément à des mécanismes d'extermination. Pour l'historiographie, l'expérience d'Elena rappelle que, même au sein d'un système conçu pour l'anéantissement total, des variations individuelles ont influencé des destins particuliers. Ces exceptions ne modifient pas la nature industrielle et planifiée du génocide, mais complexifient plutôt sa compréhension. La mort d'Elena en 207 et de Wunsch en 209 a mis fin à une histoire commencée en octobre 1942 par un concert à Auschwitz. Leurs noms restent liés dans les archives judiciaires, les documentaires et les œuvres artistiques, non pas de leur propre volonté, mais par les circonstances qui les ont réunis dans le contexte le plus violent du XXe siècle. Aujourd'hui, son histoire est citée dans les milieux universitaires, éducatifs et culturels comme un exemple des complexités humaines qui émergent même dans des environnements de déshumanisation totale. Son héritage s'inscrit dans la mémoire collective de l'Holocauste et continue de questionner les limites de la cruauté et la persistance de l'humanité dans des conditions extrêmes.